bonjour à tous et à toutes. Très heureux d'être cet après-midi ici. Merci pour l'invitation de Film Culture. Merci à Ali Palam et Françoise Lacan aussi qui a invité. Quand elle m'a dit, tiens, ce serait bien, est-ce que tu es disponible pour réfléchir à une table ronde sur les petits médiateurs? Alors je dis, ah oui, bon, petit médiateur, bon, pourquoi pas. Et tout d'un coup, je dis, ah tiens, oui, parce que quand j'étais, je raconte un peu qui je suis, puis après je laisserai la parole à nos invités. J'ai fait à peu près 16 ans au Centre Pompidou en tant que directeur adjoint du public, un peu du musée du Quai Branly. Et c'est vrai que les dernières années au Centre Pompidou, c'était aussi, entre guillemets, pas la mode, mais ça s'est développé de plus en plus, ça avait été Eloquentia, enfin, comment redonner la parole, enfin donner la parole face à des œuvres, ou donner la confiance par la parole autour de l'art. Donc on avait fait des partenariats de ce type-là. Après, il y a des dispositifs au Centre Pompidou aussi sur un jour, une œuvre, etc., où les enfants, pareil, étaient impliqués. Et donc ça fonctionnait bien, mais à la fois, bon, on va en discuter aussi, je ne sais pas si c'est des avantages ou des inconvénients, mais en tout cas, c'est comment on positionne en fait ce projet qui nécessite évidemment du temps. Voilà, on parlait tout à l'heure de nos structures, gros établissements, la question du temps. Et c'est vrai que c'est des projets qui il faut nécessairement du temps. Voilà, si on ne peut pas le faire comme ça, en quelques heures, ce n'est pas possible. Donc c'est vrai que c'est des projets particuliers, mais je trouve... pour différentes raisons, on en parlera tout à l'heure, très très intéressant. Et donc, il y avait deux projets que je voulais vous présenter. Malheureusement, Thomas Legon ne peut pas être là parce qu'il a eu un décès à sa famille, donc il a dû partir. Et Thomas Legon avait travaillé, un sociologue, il avait travaillé sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, sur les cinémas où les cinémas indépendants avaient, donc il a travaillé sur cette étude-là, où les cinémas avaient associé des jeunes qui étaient ambassadeurs pour d'autres jeunes pour la programmation cinéma. Alors, son étude, elle est, si vous ne connaissez pas cet ouvrage, elle est accessible, c'est comment la culture vient aux enfants pour penser l'éducation, qui a été pilotée par Florence Éloi. Et là, il y a le résultat de son étude à l'intérieur. C'est aussi intéressant parce que par rapport à notre propos, justement, des enfants médiateurs, c'est repenser la médiation, comment la culture vient aux enfants et comment aussi nous, en tant qu'adultes, comment on amène les enfants à être médiateurs. Et qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que nous-mêmes, on rêve, entre guillemets, j'exagère, quand je dis ça, je fais un peu provocation pour essayer d'animer ça, est-ce qu'on rêve que ces enfants soient de très bons élèves et représentent ça, ou est-ce que ce qui nous intéresse, c'est aussi le processus, justement, le résultat aussi, mais le processus qui les amène à un moment donné à regarder des œuvres, à s'interroger, à être aussi en confiance et de gérer aussi tout ce qui est émotion, comportement et suivant le tranche d'âge des enfants. Je dis ça par rapport aussi à l'enseignant aussi, qui peut être aussi dans certains projets de classe aussi, la position de l'enseignant, est-ce qu'il veut que l'élève soit de très bon élève ou donner la parole aux très bons élèves, etc. Et comment on embarque tout le monde, et comment on positionne ça, c'est des questions que je vous poserai de manière générale. Voilà, et donc elle remet en question, mais en tout cas les études qu'ils font, c'est comment nous en tant qu'adultes aussi on transpose ce qu'on aimerait dans l'idéal, et au final, le public enfant derrière, qu'est-ce qu'il en reste. Donc c'est des études, il y a plusieurs études sur les ouvrages, les albums, par exemple des écrivains, quand ils écrivent un livre pour enfants, les messages qu'ils veulent faire passer, pourquoi ils écrivent de telle manière. Donc ça c'est voilà. Donc c'est comment la culture vient aux enfants. C'est l'EDEPS, c'est Sciences Po, et là, il y a plein de séries, moi j'aime bien ces ouvrages, notamment qui sont communiqués par Sylvie Octobre. Notamment il y en a un dernier qu'elle a sorti, Sylvie Octobre, sur les émotions de la culture. Je trouve ça aussi intéressant parce que là aussi ça pose la question, les émotions, vous ou moi, on n'a pas la même émotion devant une œuvre, et pourquoi, et notamment avec les réseaux sociaux aussi, avec Instagram et tout, enfin bref, comment ces générations-là et comment aussi, que ce soit les mangas ou autres, on a des émotions pas du tout identiques, et c'est très intéressant comme le public face à des émotions devant les œuvres. Voilà, bon bref. Donc je suis très content de cet échange sur. Alors vous avez la chance, hein, ça va être, vous allez avoir du temps pour exposer tout ça, mais en tout cas merci Fabienne aussi, que vous êtes responsable du service de médiation et l'activité culturelle au Jardin des Plantes à Paris. Christophe Blanc, vous avez donc créé en 2012 ce projet-là, les enfants conférenciers, et vous êtes donc docteur en sciences de l'éducation et vous êtes conseiller pédagogique départemental, premier degré, sur Paris.
c'est ça. Donc je vais vous laisser peut-être présenter. Il y a une présentation PowerPoint, il y a aussi un petit film aussi qui est prévu. Et puis comme on est un petit groupe, je pense que pas besoin peut-être d'attendre s'il y a des questions, on peut voilà, on peut couper la parole. Voilà, on ne va pas attendre une séance d'1 heure pour avoir des questions-réponses. Donc on l'a fait vraiment très, très simplement. Je vous laisse la parole. En tout cas, merci de votre présence aujourd'hui. Merci Patrice. Juste comme on n'est pas très nombreux, peut-être qu'on peut aussi voir de quels horizons vous venez les uns les autres pour qu'on puisse adapter au mieux nos interventions. Céline Baltide, je travaille actuellement en tant que chargée de mission sur la structuration d'un centre culturel de rencontres en préfiguration en Martinique. Je suis une ancienne du master, fille 2009. Voilà. Très bien. Moi, je m'appelle Claire Charpentier, je viens de la ville de Melun. Je travaille dans une structure qui accueille des expositions, entre autres, et des spectacles. Et donc, je m'occupe un peu de la médiation de ce site. Voilà. Bonjour, Michel Journalier. Moi, je suis étudiant du master actuellement et je m'intéresse particulièrement au patrimoine. Bonjour, Ariane Leroux, je suis aussi étudiante en ce moment au master et je travaille au service de financement du CNC. Linda Fargeant, je suis chargée de projet culturel pour une structure, un opérateur culturel qui s'appelle Bibliocité. Et on est en marché avec la ville de Paris. Nous, on est plutôt tourné vers le livre, mais aussi le spectacle vivant, tous les champs de la connaissance, c'est vraiment une bibliothèque. Pamela Jeanne, également chargée de projet culturel à Bibliocité. On est bien en force. Et Noël Semana, directrice adjointe de Bibliocité. Floriane Perrault, je suis muséographe à Univers Sciences, Société des sciences et de l'industrie Palais de la Découverte, et je travaille en ce moment sur un projet de lieu art sciences pour les enfants dans le futur Grand Palais de la Découverte qui va s'appeler le Palais des enfants, qui ouvrira au mois de juin, et pour lequel nous étions venus vous rencontrer à l'époque où vous travailliez encore au centre de En fait, ça me revient, oui, tout à fait. Voilà, le projet de Ça y est, on en parlera tout à l'heure, oui, très bien. Bonjour à tous et à toutes. Marie Écula, jusqu'à très peu, j'ai travaillé auprès de la région Normandie pendant un festival qui s'appelle Normandie Impressionniste, en tant que chargée de partenariat. Et aujourd'hui, je suis là juste pour voir de nouveaux sujets. Enchantée, merci. Donc moi, je suis responsable d'un service médiation et action culturelle sur le grand site du Jardin des Plantes au Muséum national d'histoire naturelle. Je travaille depuis très longtemps. L'ouverture de la grande galerie en fait sur ce lieu. J'ai été très longtemps chargée de projet spécifiquement pour le jeune public, les enfants entre 3 et 6 ans. Et j'ai pris la responsabilité du service en fait, d'abord au niveau des galeries en 2013 et puis à l'échelle du grand site du Jardin des Plantes en 2018. Voilà. Donc on est une petite équipe mais qui programmons, concevons, mettons en œuvre en fait l'ensemble de la programmation sur ce site, que ce soit dans les jardins, dans les serres, en galerie de paléontologie, d'anatomie comparée, minéralogie, grande galerie, ménagerie. Donc voilà, sur un territoire très 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 vaste. Et lorsque Patrice en fait m'a contacté pour qu'on puisse intervenir, j'ai tout de suite pensé en fait au dispositif enfant conférencier. On travaille avec Christophe sur ce dispositif depuis 2017. On a commencé en 2017 et c'est un format en fait très, très original qui a aussi évolué dans le temps. Donc ce n'est qu'un exemple du dispositif avec le muséum. On a exploité 2 lieux. Donc l'idée est de partager aussi cette expérience sur ces 2 lieux pour vous expliquer un petit peu d'un point de vue de la structure en fait ce que ça a engendré et ce que ça a pu apporter. Juste un mot avant que tu fasses. Pour compléter, donc moi je suis Christophe Blanc, j'ai donc initié ce dispositif il y a 12 ans sous cette échelle un peu on va dire industrielle. Enfin, au départ on a démarré avec 8 profs et puis maintenant ils sont très nombreux.
vous dire que mon point de vue, il est multiple sur cette affaire-là. Il est d'abord celui d'un enseignant, parce que ce dispositif a vu le jour dans ma propre classe avec mes élèves en élémentaire, à la galerie d'évolution. Donc il y a, c'était aux alentours des années 2010, donc ça fait un certain moment. Il faut que je vous dise quand même que moi, ma préoccupation principale, c'est une question d'intervention auprès d'enfants à l'école. C'est à pas oublier parce que mon propos n'est pas de former des médiateurs. Mon propos, c'est que des enfants aient accès à des apprentissages. Donc après, on peut parler desquels, mais c'est mon ancrage principal. Donc c'est un projet, on va dire, pédagogique. Mais il se situe dans un espèce de petit intervalle qui est très 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 spécifique, vraiment à la jonction de l'école et du musée. Et en fait, ce sont des espaces qui sont pas simples, finalement, parce que c'est deux univers qui se côtoient, mais dont les codes ne sont pas du tout les mêmes. Voilà, donc on pourra en parler également, parce que cet univers m'intéresse énormément, et donc j'ai la sensation d'avoir acquis ma petite place sur cet endroit très spécifique. Et puis, comme par ailleurs, vous l'avez dit, je suis chercheur en sciences de l'éducation, associé au labo éducation, discours, apprentissage à Paris-Cité. Et donc j'interviens dans les... Alors ma thématique de recherche, a priori, n'a rien à voir avec ça, mais j'ai profité de cette entrée-là pour donner des cours en licence de sciences de l'éducation sur ce dispositif que je fais vivre aux étudiants. Donc que ce soit des étudiants en sciences de l'éducation vers un parcours professeur des écoles ou lien social, ça aussi c'est très intéressant parce que ça destine plutôt à former les CPE, vous voyez. Et j'interviens également dans des masters qui se rapprochent de ceux que les étudiants là, ici présents vivent, dans un master de stratégie muséale à l'Institut catholique de Paris et dans un séminaire de master 1 et 2 d'histoire des arts aussi à l'Institut catholique de Paris. Donc voilà, je navigue dans beaucoup de combats différents. Et à chaque fois, donc c'est pour ça que tout d'un coup, le titre de la table ronde m'interpellait parce que derrière le terme petit conférencier, on pourra en parler tout à l'heure. Ah, c'est pas moi qui ai choisi. Hein. Ouais. On pourra en parler tout à l'heure parce que non mais c'est intéressant, ça renvoie à des questions de représentation qui sont extrêmement intéressantes parce qu'il y a beaucoup de représentations, évidemment, comme n'importe quoi, dès qu'on parle d'un sujet. Voilà. Par exemple, est-ce que le titre est bien choisi? Donc ça, c'est une question qu'on pourra ensuite aborder. Mais voilà, pour vous dire un peu que ce dispositif... C'était extrêmement intéressant que Fabienne puisse le présenter côté institution, comment ils le vivent. Ensuite, pour ne pas faire de grand baratin, on vous montrera un petit film qui est assez incroyable. Je pense qu'il dit tout. Et puis ensuite, plutôt que de faire de nouveau un exposé, l'idée c'est que vous puissiez vous-même poser toutes les questions que vous avez envie de poser parce que normalement, ça devrait susciter quelques questions. Quand on a préparé la séance, vous avez parlé d'une dispositif qui était pour vous éducatif, social et culturel. Voilà, alors je vais pas faire de la pub parce que vous savez qu'en fait, quand je vends un, je gagne 1 euro. Donc, et il est sur Kern pour tous les étudiants, donc c'est pratique parce que vous n'avez pas besoin de dépenser. Alors, je vous en dis un petit mot, du coup, vous me tendez la perche. Il s'appelle une expérience éducative, sociale et culturelle. Je vous expliquerai vraiment la raison pour laquelle je tiens absolument au choix de ces mots, en particulier le terme expérience, qui est un mot très galvaudé, mais qui pour moi renvoie un ancrage théorique très précis. Ce livre, il est composé de 3 parties. En réalité, j'ai sollicité 70 enseignants et collègues des musées pour écrire dedans, donc on est très nombreux, c'est vraiment un fait collaboratif. Une première section du point de vue des enseignants, des animateurs, des principaux de collège, de tous ces gens de la communauté, on va dire, éducative. De leur point de vue, qu'est-ce que ça apporte aux enfants, qu'est-ce que ça leur apporte à eux, ils ont plein de trucs à dire. La deuxième section, c'est la parole de nos musées. Bon, alors, du point de vue du musée, c'est quoi l'intérêt d'avoir un dispositif comme ça? Parce qu'on va débouler plein d'enfants au musée, ils vont circuler tout seuls avec un petit badge comme ça, ils sont en autonomie, il y en a des petits, des grands, des moyens. On vient à peine d'accrocher à notre tableau de chasse la revendication que la médiation, c'est un sujet important, il faudrait qu'on la délègue tout de suite à des enfants. Bon, enfin voilà, donc toutes les questions que ça pose, et puis la présentation des parcours. Et la dernière, celle qui peut éventuellement intéresser des gens qui ont envie de se gratter un peu la tête ou de faire un mémoire de recherche, c'est, on est 13, donc j'ai fait plusieurs journées d'études là-dessus, et on est 13 chercheurs à s'être un peu interrogés, à faire un peu à rebours de ce qu'on fait d'habitude dans la recherche. C'est-à-dire que là, on a pris le dispositif, on a dit voilà, depuis vous, vos champs de recherche, qu'est-ce que vous avez, en quoi ça résonne? Donc, on parlait tout à l'heure d'un sociologue, donc il y a
un directeur de labo école, Julien Letter, qui est sociologue et qui s'est beaucoup intéressé à la question des sorties culturelles au musée. Est-ce que ça a ça a un intérêt pour des enfants d'aller au musée? Vous voyez, la question est pertinente. Voilà, et donc on a apporté 13 contributions comme ça, très très différentes, qui permettent un peu de donner un panorama de toutes les questions que peuvent poser ce genre de dispositifs. Donc vous voyez, là j'ai soulevé une pierre, mais en fait c'est un énorme iceberg, il y a plein de trucs. Et, si vous avez envie, on pourra échanger. Peut-être que tu peux décrire le dispositif dans Alors, la foulée, expliquer un petit peu comme ça. Eh bien ok. Donc le dispositif il est vraiment très simple. Dans son fonctionnement, c'est d'une simplicité... c'est presque... voilà, donc le principe. Les enfants viennent au musée une première fois. Alors, quand je dis enfants, il faut que vous sachiez que cette année, il y a 4000 élèves. Il y a 21 musées partenaires de... Alors, c'est pas un dispositif éducation nationale, hein. C'est mon dispositif à moi. C'est ce qui le rend très bizarre, très atypique. Les plus petits sont en petite section de maternelle et les plus grands sont en master 2. Donc, et ça touche toutes les strates du système. Maternelle, élémentaire, collège, lycée, université, lycée professionnel, ainsi que des unités d'inclusion scolaire, donc avec des élèves en situation de handicap. Donc là, par exemple, il y a une résidence d'élèves qui sont... Alors, je vous expliquerai ce que c'est. D'élèves qui sont à profil autistique, qui font faire résidence à l'hôtel de la Marine. Voilà. Il y a des élèves qui sont d'origine étrangère, donc qui sont allophones, qui ne parlent pas français. Donc, en termes de scolarisation, ils sont dans des unités d'inclusion scolaire particulières, qu'on appelle des UPE2A. Donc, en collège, en lycée pro. Il y a aussi des enfants de centres de loisirs, d'une ville particulière, donc je travaille avec cette ville. Voilà. Donc, ces enfants, alors petits ou grands, viennent au musée une première fois. Soit c'est leur enseignant qui leur présente un ensemble de 6 stations qu'on a identifiées avec le collègue du musée partenaire. Ça forme un parcours. Ensuite, donc il y a une première rencontre avec les œuvres ou les stations, parce que suivant le musée, c'est pas forcément des œuvres. Là, quand même, de la Porte Dorée, c'est pas vraiment des œuvres. Les enfants reviennent ensuite en classe. Ils passent 7 semaines avec leur enseignant pour se préparer à 3 choses. La première, c'est acquérir des connaissances, parce que il n'y a pas de situation de communication si on n'a pas quelque chose à dire et qu'on a un peu réfléchi. Donc il y a cette situation d'apprentissage, vous voyez mon ancrage scolaire. La deuxième chose, c'est de se dire, alors là ça me démarque tout de suite de projets d'éloquence, je ne vise absolument pas la reproduction d'un discours savant et bien déroulé, genre petite pièce de théâtre devant les œuvres. Je vais vraiment à rebours de cette tendance-là. Donc voilà, je l'assume pleinement. Mon idée, c'est absolument pas ça. Mon idée, c'est que les enfants puissent se faire médiateurs de ce qu'il y a à voir auprès d'autres. Et je les appellerai des pairs, quoi. Ces pairs, ils sont jamais du même âge. Je fais en sorte d'éviter que des enfants de 6 ans présentent à des enfants de 6 ans. Donc ils présentent peut-être à des enfants de 14 ans qui ensuite vont présenter à des enfants de 5 ans. Donc ça nécessite une adaptation à ce public qui est identifié dès le début. Ils savent exactement à qui ils vont parler. Ils vont devoir présenter les 6 stations, donc il y a quand même beaucoup de choses à retenir, et imaginer des dispositifs de médiation qui permettent d'intéresser le public. Vous allez voir tout à l'heure une classe de CE2 qui a présenté à des petits, moyens, grands comment on fait pour parler du tarbosaure à des enfants de 3 ans, quoi. Mais c'est quand même, vous voyez, ça creuse la tête. Donc vous allez voir, c'est assez impressionnant. On ne voit pas ce que les CE2 ont fait, mais on l'imagine très bien, parce que les petits en parlent. Voilà. Et donc, passé ce délai de 7 semaines, ils reviennent au musée. Et cette fois-ci, ils portent ce petit badge. Alors pardon, je n'avais pas de badge de la Galerie de l'Évolution. C'est celui des Arts et Métiers. Ils se mettent ce petit badge et ils sont enfants conférenciers. Ça veut dire qu'en fait, ils deviennent le musée aussi. Ils deviennent un acteur du musée à ce moment-là. Et par petits groupes autonomes, ils vont prendre leurs copains par la main et leur présenter les 6 stations qui forment un parcours. Avec un système de rotation un peu organisé. Et donc c'est eux qui sont médiateurs. Voilà. Donc le principe c'est celui-ci, vous voyez, assez simple. Voilà. Ça se passe dans le cadre scolaire. Ça se passe dans le cadre scolaire et où? Il n'y a pas de relation avec les parents, en famille. Alors, mais si on pose trop de questions maintenant, on n'aura plus le temps. Mais alors, pas que, parce qu'il y a des centres de loisirs, et oui, il y a des extensions vers les parents. Mais je garde ça pour après. Très bien.
Donc nous, ce qui nous a plu en fait dans cette proposition, enfin dans cette collaboration, c'est le fait que ce soit un dispositif pédagogique qui combine à la fois des pratiques pédagogiques coopératives. On prépare ensemble, les enfants se transmettent l'information, il y a ce travail avec les enseignants aussi en amont. Un dispositif de médiation culturelle qui était intéressant pour nous, autour de ce qu'est l'élève visiteur. Quel est le rôle du visiteur lorsqu'on est enfant? Est-ce qu'on est visiteur ou est-ce qu'on devient visiteur? Ce sont des questions aussi qui ont été posées depuis très longtemps. Comment on s'approprie un lieu culturel et qu'on ose pousser la porte de ce musée. Donc ça, c'était intéressant pour nous, et en tout cas ça rentrait dans cette dynamique de l'élève visiteur. Et puis c'est aussi un projet qui met en avant ces relations de tutorat, de coopération, de liaison intercycle aussi, parce que c'est ce qui va faire aussi la richesse du projet. Le fait qu'il y ait une vraie appropriation culturelle du lieu. On est des services de médiation et d'action culturelle, on travaille avec des scolaires, mais le musée n'est pas l'école, le musée est un outil à disposition de l'école et en cela complémentaire. Donc ça aussi, c'est une vision que nous, en tout cas au service, on défend. On n'est pas là pour traiter spécifiquement des programmes scolaires, même si on est en lien. On est un outil pédagogique à disposition des enseignants, et c'était une façon aussi de s'approprier ce lieu. Voilà, donc c'est pour toutes ces raisons en fait qu'on a choisi de l'intégrer. En 2017, depuis 2017, on a proposé 2 parcours, l'un à la Grande Galerie de l'Évolution et depuis 4 ans maintenant, ou 4-5 ans, en galerie paléontologie et d'anatomie comparée. Donc, c'était aussi pour nous une façon de faire des sciences autrement pour les enseignants. On en discutait aussi chez les enseignants. Il y a très peu d'enseignants qui ont une formation initiale de base scientifique. Et intégrer ces enseignants dans cette dynamique-là, c'est aussi une façon de faire des sciences autrement. Voilà. Contribuer à la formation du jeune visiteur, ça je l'ai évoqué. Et puis, c'est aussi un moment de formation et d'enrichissement pour les équipes. Là, je parle en tant que chef de service. Être référent d'un tel projet au cours de l'année, d'avoir des retours en direct avec les enseignants, de pouvoir enrichir ce projet, d'avoir des réunions de préparation, d'avoir des réunions bilan et un vrai retour sur la proposition. C'est pour moi de la formation continue aussi des agents et des référents projets. Donc c'est aussi intéressant à ce titre-là dans le cadre du musée. À la Grande Galerie de l'Évolution, au cours de ces différents parcours, on a vraiment voulu positionner les enfants dans la posture d'un médiateur, et on a, nous, dans notre programmation, ce que l'on appelle des animations flash, qui sont assurées par les médiateurs, autour de chariots avec du matériel pédagogique qui vont permettre en fait au public tout venant d'aller poser des questions, de s'approprier des objets, de faire le lien avec l'exposition, etc. Et on s'est dit que ça pourrait être finalement intéressant aussi d'aller un petit peu plus loin dans ce positionnement du médiateur, parce que le dispositif s'appelle Enfant conférencier. On pourrait le remettre aussi en cause aujourd'hui, conférencier, médiateur, animateur scientifique. On a mis en place ce qu'on a appelé une petite mallette pédagogique qu'on a donnée aux enfants, notamment autour de ce qu'est le jeu naturalisé,
puisque c'est la spécificité aussi de ces collections à la Grande Galerie, et donc du travail qui peut être fait autour de la question: est-ce que ces objets sont des vrais, est-ce qu'ils sont des faux, notamment des plus jeunes qui peuvent se dire, mais à un moment donné, ce concept d'objet patrimonial, etc., est complètement hors sol pour ces plus jeunes. Mais en tout cas, le vrai et le faux, c'est vraiment une question qui se pose. Donc on a transmis des mallettes pédagogiques avec du matériel. Donc là, on avait un exemple. Autour de l'éléphant, il y avait des moulages de molaires d'éléphant, d'Afrique, d'Asie, un pied d'éléphant naturalisé, un échantillon de peau non tanné, du matériel également, donc des échantillons de peau un peu usés ou pas du tout, des petites tortues naturalisées présentées sur un plateau, etc. Et puis ce matériel-là a été présenté aussi aux enseignants au moment de la formation et de la découverte du parcours, de façon à ce qu'ils puissent s'approprier aussi ce matériel-là et être le lien aussi avec les enfants ensuite. Peut-être ce qu'il faut que tu ajoutes là, parce que oui. Il y a un temps de formation d'enseignants. Il y a un temps de formation des enseignants, voilà, en amont du projet, une visite découverte du parcours vraiment ensemble, où les enseignants vont pouvoir aussi poser toutes les questions qu'ils ont envie de poser. Il y a aussi des contenus, toute une bibliothèque de contenus en lien avec le lieu qui est transmis aux enseignants, et ils peuvent en disposer sur le site internet en conférencier. Enfin, voilà, on prépare en fait vraiment ces visites des enfants. Et donc associé à ce matériel que les enfants, dont les enfants vont disposer au moment de la visite aussi, il y a des conditions d'utilisation, parce qu'on fait attention, certains objets sont manipulables, peuvent être transmis aux visiteurs, d'autres pas du tout, ne peuvent être qu'observés. Voilà, on va transmettre également ces conditions d'utilisation du matériel. Et puis, on va transmettre un contenu, des discours possibles aussi autour de ce matériel, que les enfants vont s'approprier ou pas, en fonction des questions qui leur sont posées par les autres enfants, ou en fonction de ce qu'ils auront envie aussi d'aborder. Et on a alors des discours vraiment d'appropriation très simples au départ, que l'enseignant peut donc travailler en fait avec les enfants avant qu'ils puissent venir à la galerie. Donc que ce soit autour des animaux, enfin des échantillons de dents, des moulages, des peaux naturalisées, tannées ou pas, la présence de poils, pourquoi certains échantillons de peau n'ont plus tous les poils sur la peau, quel est l'impact du coup du toucher sur ce matériel, etc. Et puis aussi autour de l'animal naturalisé. Donc on a pris 2 petites tortues là comme exemple, mais dans la galerie, les enfants auront au cours du parcours ces animaux naturalisés qu'ils pourront exploiter, et une vitrine aussi taxidermie qui permet d'expliquer aux visiteurs en fait ce qu'est la naturalisation. Donc il y a tout ce travail préparatoire et je passe un peu vite, et ce matériel qui est transmis aux enfants lors de leur première visite. Ils vont donc se l'approprier, et lors de la seconde visite également, lorsqu'ils feront la visite à leur père. Donc c'était le principe en fait du dispositif à la Grande Galerie. Là, je vous ai mis quelques réalisations qui
sont du coup peut-être un peu plus en lien avec le parcours qui a eu lieu à la Galerie de Paléontologie et d'Anatomie comparée. Par contre, à droite, il y a la réalisation d'un poster autour de la naturalisation et autour du matériel utilisé, des éléments qu'ils ont pu aller rechercher aussi dans les contenus qui avaient été transmis. Donc là, on voit aussi tout l'intérêt du travail qui est réalisé aussi entre les deux visites par les enseignants au cours de ces 7 semaines. Et donc vraiment l'appropriation du projet sur la durée. Autre élément, mais ça je ferai que vous montrer la diapo, mais c'est tous les témoignages aussi de ces enfants dans leur posture à un moment donné de médiateurs qui sont intéressantes et qui montrent à quel point il y a aussi ce côté qui challenge, ce côté acquisition de compétences, ce côté valorisation et compétences vraiment sur l'estime de soi dans ce type de projet, et qui est aussi très valorisant en tant que structure culturelle de pouvoir développer. J'ai eu l'impression d'être grand car c'était un peu dur. J'ai ressenti un mélange de peur et de courage, et je peux vous dire que lorsqu'on recrute des équipes aussi de médiateurs qui vont se retrouver dans un lieu qu'ils ne connaissent pas forcément, que l'on va devoir former, à qui on va devoir aussi transmettre des contenus, que l'on va devoir accompagner sur le terrain, rassurer, il y a aussi des ressentis qui sont complètement identiques. C'était bien, c'est comme si on était la maîtresse. Donc voilà, on est vraiment valorisé. C'était bien, même si les maternelles semblaient avoir peur de nous. Bah oui, parce que quand on a un public devant soi, il faut s'approprier aussi ce public avec les contraintes il faut en tout cas en avoir conscience pour pouvoir s'y adapter. Voilà. Juste un petit échange comme ça, mais il y en a beaucoup plus sur le site internet. Et puis, comme le disait Christophe, enfant conférencier, là c'est un témoignage moi que je vous donne et un partage à l'échelle du muséum, mais c'est aussi beaucoup d'autres structures et beaucoup d'autres collègues de musées et de partenaires, puisque aujourd'hui, tu le disais, vous êtes 21, voilà, on est 21 à participer à ce projet. Voilà. Donc, peut-être que vous avez déjà des questions. Je pense qu'on va montrer le petit film. Je pense qu'on peut passer au petit film. Parce qu'après le petit film, vous aurez Moi, j'ai juste une question. Oui. Est-ce que vous allez sur d'autres terrains que le musée ou les arts de l'exposition ou l'art visuel? Ouais, alors... Est-ce que vous avez eu des expériences dans d'autres disciplines? Alors, oui. En particulier, l'un des partenaires, qui est le Château de Versailles. Ouais. Donc, on est en collaboration depuis plusieurs années. Ils m'ont sollicité pour qu'on puisse faire un nouveau parcours. On avait un parcours initialement dans un appartement du roi. Donc il faut, chaque lieu a sa spécificité. Et ça, ce dispositif est suffisamment malléable pour s'adapter à tout, ce qui est quand même assez incroyable. Donc on s'était adapté au fait que c'est forcément un lundi sur site fermé. Il ne faut pas qu'il y ait le moindre grain dans le rouage, parce que sinon ça reporte tout. Parce que vous avez compris qu'il y a un système de fil, quoi. Donc si on touche à une date, c'est très compliqué. Et puis ça change. Là, cette année, on a rénové complètement. On a quitté cette zone pour faire un parcours dans les attiques. Voilà. Et ils m'ont sollicité pour qu'on fasse un parcours dans la salle du jeu de paume. C'est un lieu qui est compliqué à faire vivre parce qu'en fait, il est fermé, il est loin. Et je leur ai proposé qu'on fasse quelque chose qui avait un peu rien à voir avec ce qu'on fait ailleurs. On a fait un parcours qui est très centré. Alors, bien sûr, il y a des choses à se présenter dans la salle du jeu de paume. Mais je finalise la participation des enseignants qui sont inscrits sur ce parcours par un projet très atypique. Parce que vu qu'ils viennent ici découvrir un peu l'origine de la démocratie à la française,
que cette démocratie, enfin pardon, c'est actuel, hein, mais on a quand même moins d'un Français sur deux qui vote aux législatives, donc est-ce que ça reste un objet de musée? Est-ce que ça l'est devenu? Et donc, inviter les enfants à aller très loin dans la démarche, c'est de se dire, et vous les enfants, qu'est-ce que vous avez à nous dire, à nous les adultes, de votre inscription dans la vie démocratique? Et donc, je propose à ces enfants de fabriquer un projet de loi, mais un vrai projet de loi. Alors, un vrai projet de loi, pour en avoir fait plusieurs dans d'autres fonctions, c'est un sacré boulot, quoi. Donc ça veut dire que déjà, il faut se dire que la bonne idée qu'on a eue, ben, peut-être que d'autres l'ont eu avant et que ça existe déjà, donc voilà. Et ce projet de loi doit avoir un formalisme très particulier, puisque l'idée c'est qu'on puisse le présenter vraiment au Parlement, et que donc il faut qu'il soit écrit dans un format de parlementaire. Donc ils doivent s'inscrire dans une réflexion autour du code de l'éducation. Cette tâche-là, elle s'accomplit de la façon suivante. Ils produisent un énoncé, un exposé des motifs, suivi d'une rédaction avec une inscription sous la forme d'un article dans le code de l'éducation. Et on l'a fait il y a 2 ans, les 250 enfants qui ont participé, les plus petits étaient en élémentaire. Alors c'était pas des classes, c'était les enfants élus délégués dans les écoles. Donc ça c'est très intéressant parce que c'est une pratique, mais c'est pas un texte de loi, c'est pas obligatoire ça. Et donc il y a des endroits où ça se fait pas. Et les plus grands c'était des conseils de la vie lycéenne. Et on avait 3 sections d'enfants. Alors là c'est vraiment ceux qui sont les plus éloignés du monde de la culture. Ce sont des élèves qui sont dans des ateliers relais. L'atelier relais, c'est la dernière phase avant la rue. Donc ceux-là, on n'en veut nulle part. Ils ont été virés de tous les collèges du monde. Ils ont aux alentours de 13-14 ans. C'est l'enfer. Pardon pour l'expression, mais ils s'en battent les couilles toutes les 30 secondes. Enfin, avoir un propos avec eux, c'est très compliqué. Ils sont heurtés de partout. C'est vraiment des destins compliqués. Ben, ces ados ont fait une proposition de loi au Parlement. Et donc, on a réuni tous ces enfants dans la salle du Congrès du Parlement. Et les enfants ont présenté. Et devant le banc, là, il y avait une ancienne ministre, des députés. Voilà. Donc, c'est un peu comme l'opération Le Parlement des enfants, mais c'est pas ouvert que à des CM1 ou que à des CM2. C'est ouvert à tous ces enfants-là. Et ils ont tous des propositions à faire. Y compris des classes, parce que, bon, on en parlera tout à l'heure, mais il y a des classes, j'ai beaucoup de classes qui participent depuis l'étranger. Donc, j'ai un très gros réseau, parce que ils fonctionnent sous le format sans frontières. Je vous expliquerai si vous avez envie. Et donc, il y a 2 classes du Honduras qui ont fait une proposition. Ils sont dans le réseau des lycées français, c'est 2 classes. Et il y a des élèves qui sont malentendants au sein de leur école. Et donc, ces enfants ont fait une proposition de loi qui visait à inscrire dans la loi le fait de pouvoir disposer d'un enseignement en langue des signes dans les établissements relevant de l'AEFE. Et cette loi, ils sont allés jusqu'à la porter aussi au Parlement hondurien. Donc ils l'ont traduite en langue des signes et en espagnol. Vous voyez, une vraie démarche citoyenne. Donc c'est pas que un objet sur des œuvres d'art, c'est aussi une vraie terre d'inscription. C'est pour ça que le mot central, c'est vraiment une éducation à la culture, par la culture, c'est pas que artistique. Là je suis ravi parce qu'on a le volet scientifique qui est souvent le volet un peu malmené dans l'affaire. Donc c'est vraiment une éducation à la culture par la culture. Pardon, j'ai une question en fait. Vous êtes tout seul à coordonner tout ça, vous dormez pas la nuit, enfin comment vous faites? Vous êtes institut, chercheur et en plus vous gérez je sais pas combien de classes. Enfin, voilà, c'est exactement ça. Je suis très impressionnée. Après peut-être que vous déléguez beaucoup. Tout le alors non, en plus là je viens de vous parler de démocratie, c'est merveilleux parce que donc ce que disait Fabienne, c'était une question de formation de ses collègues. Alors moi je me suis aperçu, en fait mon travail initialement c'est de former des enseignants. Et donc former des enseignants au musée c'est très spécial. Parce que derrière, avant qu'il y ait une formation des enseignants au parcours, je tiens à ce qu'il y ait une formation à l'économie générale du dispositif. Parce qu'il est très particulier. Il y a vraiment une question d'éducation à la coopération. C'est très spécifique. Tous les enseignants n'ont pas envie ou n'ont pas les moyens, je ne sais pas comment caractériser, de le faire. Donc les enseignants qui participent en franc conférencier, ils sont tous très typés. C'est pas tout le monde. Du coup, c'est chouette parce qu'il n'y a pas de heurts du point de vue du fonctionnement aussi d'un musée qui propose des ateliers avec des médiateurs. Un atelier qu'on paye 100 €, on vient avec sa classe, on vient faire un modelage de gargouille, c'est super, c'est hyper intéressant. Mais c'est pas forcément, moi mes enseignants, c'est pas forcément ceux-là. Donc on est sur on permet des créneaux différents. Ils sont formés sur le temps libre alors, sur un temps libre. Vous avez tout à fait compris que je fonctionne sur un régime très particulier qui est l'association de faits, à date.
À date, c'est comme ça. Je ne sais pas comment ça évoluera, mais l'école n'a pas d'argent, la culture n'a pas d'argent, et donc je ne sais pas comment. Donc du coup, en fait, j'en ai pas non plus d'ailleurs. Et de ce fait-là, je demande aux enseignants un engagement de type associatif. Donc je dis, si vous voulez vous inscrire, welcome, mais je mets 3 conditions. 1, vous venez à ce temps de formation initiale. Donc chaque année, le Conservatoire des Arts et Métiers m'offre un immense amphi pour réunir 150 profs. Et donc ils ont un temps de formation de 2 heures, que je dis obligatoire, enfin s'ils ne viennent pas, je ne vais pas les virer pour autant. Et c'est important qu'ils y soient parce qu'il y a vraiment une philosophie particulière. Le premier, parce que vous avez compris qu'il y a un système de boucle, le premier, il faut qu'il va être tout seul en autonomie avec ses élèves. Donc s'il n'a pas compris qu'il était tout seul et qu'il attend un conférencier du musée, le conférencier ne va jamais venir. 2, il y a un temps de formation au musée pour qu'ils soient tous en autonomie sur le parcours, parce que ça fait 13 ans que ce dispositif existe, et vous êtes tous au courant qu'il y a eu 2 vagues d'attentats, du Covid, des grèves à répétition, et le dispositif n'a jamais cessé, y compris pendant le Covid. Vous verrez que là, en particulier, il y a des vidéos de classes qui sont venues au musée juste avant que ce soit bloqué, et qui après se sont envoyées des vidéos dans on ne peut plus y aller, mais c'est pas grave, on vous explique quand même ce qu'on aurait dû faire. Franchement, c'est absolument épatant. Donc voilà, et le 3e temps, je tiens absolument à ce qu'il y ait une exposition de tous les travaux d'élèves en fin d'année. Donc chaque année. Dans la classe? Non. Dans un lieu qui justement n'est pas l'école, parce qu'en fait les profs, j'en fais partie, on fait plein de trucs bien dans les classes, ça se voit pas et du coup on a des hommes politiques qui pensent qu'on fout rien. Bon. Et ça donc ça c'est fait, ça c'est dit. Mais en réalité, les classes sont des trésors. La question c'est qu'en fait on pourrait en faire quelque chose. Alors Yves Ouinquin, qui a été directeur du musée, en dit un petit mot là, les fameux musées ethnographiques. On pourrait en faire quelque chose. Donc la question c'est que tout ce travail qui a été fait, c'est un travail colossal, ça leur demande un boulot énorme. On le mutualise, on se retrouve tous dans une galerie d'une grande cité scolaire à Paris dans le 15e, et chacun vient exposer. Et là, ça fait une espèce de foire, quoi. C'est assez incroyable. Chaque année, on a plus de 1500 personnes qui passent, les parents, les enfants, les profs, ils viennent voir. Et c'est vraiment épatant, parce qu'entre un centre de loisirs qui s'est approprié le dinosaure, que vous avez vu tout à l'heure, qu'on fait un énorme truc, c'est incroyable. Et puis un prof de terminale qui réfléchit sur le thème femme, féminisme, féminité au musée Rodin, vous voyez, il n'y a rien à voir, quoi. Et pourtant, ils sont tous là, parce qu'ils ont la même conviction. Voilà, donc je fonctionne avec ce rapport-là, mais également avec Fabienne, parce qu'on n'a pas de convention. D'un point de vue structure, voilà, enfin, je vais donner la parole de la structure. C'est vrai que c'est un engagement aussi, c'est un projet que l'on défend, et pas inscrit au sein de l'Éducation nationale. Notre institution est sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale. C'est vraiment un projet qu'il faut défendre chaque année. Il faut avoir l'accord de la gratuité, puisqu'il n'y a pas d'argent, donc il faut qu'on puisse accueillir ces classes gratuitement et assurer un suivi, en fait, accepter que ce suivi, parfois un enseignant qui n'a pas pu venir, impliquer les autres services des réservations pour pouvoir changer la date, etc. Enfin, il y a un impact aussi sur la chaîne de travail. Donc voilà, d'un point de vue structure, il faut avoir ça en tête, et nous on l'a eu. Par contre, ce qui est très intéressant dans ce projet, c'est que il y a une évolution au cours des années, une implication qui peut être plus ou qui peut rester, je dirais, au niveau initial. Et c'est notre cas au muséum parce que notre service et l'établissement n'est pas en mesure, en fait, d'aller aujourd'hui au-delà de la collaboration de base qu'on a mis en place. Mais c'est pas grave, le projet il continue à exister quand même. On a fait la grande galerie, on a fait la galerie de paléontologie et d'anatomie comparée. Demain, on fera peut-être la ménagerie ou les serres et on passera aux collections vivantes, etc. Mais c'est vraiment un projet qui permet de s'investir à la hauteur de ses propres contraintes aussi. Voilà, et ça c'est important. En fait. Je vous donne l'exemple du Petit Palais. On fonctionne avec Fabienne Cousin depuis plus de 10 ans. Et en fait, le Petit Palais a modifié un petit peu son activité muséale. Hein. Ça devient aussi un lieu dans lequel on peut accueillir des événements privatifs. Et
Et donc sur ces événements, il faut bien des gens pour surveiller, quoi. Et les gens pour surveiller, c'est souvent les équipes de surveillance des salles. Bilan, comme ils sont mobilisés très fortement sur ces événements qui rapportent de l'argent, et personne n'est dupe, il en faut dans la vie, quoi. Mais en revanche, pour moi, pour mon petit fonctionnement d'enfant conférencier, ça colle pas, parce que quand on a choisi des œuvres dans les salles et que les salles sont fermées, que les enfants arrivent devant les salles fermées, c'est pas possible. Donc on a un autre fonctionnement. Mais voilà. Et je voulais juste ajouter aussi que, alors il y a l'aspect formation des enseignants, qui pour moi est un événement très important, et je me suis aperçu, et beaucoup attaché aussi, à finalement, alors j'appelle pas ça formation, parce que c'est pas du tout le terme qui convient, mais en réalité c'en est. Je m'attache à avoir des réunions assez régulières et fréquentes avec tous les collaborateurs des musées. Alors, c'est assez chouette parce qu'en fait, je m'aperçois qu'ils apprécient tous énormément de se retrouver parce qu'en fait, ils n'ont jamais le temps. Vous voyez bien, l'activité professionnelle, on dit « Ah tiens, t'en es où, on fait quoi ?» En fait, vous savez tous très bien que c'est là que se passent 90% des trucs intéressants et importants sur l'informel. Bon, vous en êtes convaincus, donc je passe. Et aussi, ça me permet qu'on soit d'accord, parce que c'est quoi l'ADN du truc ? L'ADN du truc, c'est que ce soit des enfants qu'on place en situation d'autonomie, mais pas de faire n'importe quoi. Donc on se donne un très haut degré d'exigence intellectuelle pour apporter ce qu'on sait faire de mieux, mais ensuite on lâche prise. Et donc ça veut dire que, par exemple, très concrètement, quand on installe le parcours en galerie de paléontologie, on n'a pas besoin que le collaborateur qui suit le projet soit là à chaque fois, vérifie que tout va bien. Moi, je le dis au prof, c'est une sortie autogérée, vous la gérez sous votre entière responsabilité et c'est votre job. Par contre, je vous ai fourni des chaussons pour ceux plus confortables pour vous. Et ces chaussons qu'on vous fournit, on l'a conçu avec le musée. Donc on est bien d'accord sur les tenants et les aboutissants. Maintenant, débrouillez-vous. Et donc ils y vont tous seuls avec leur classe, ils prennent leur badge, ils les ont pas, c'est pas grave, ils se débrouillent, quoi. Et donc on n'a pas besoin d'y être. Mais du coup, pardon, dernière question. Mais du coup, les parcours, ils sont conçus par le musée qui accueille ou par vous également? Enfin, c'est un ping-pong? C'est les deux. Vous avez réussi à intervenir sur ces 14, 28... Ah mais j'y tiens, en plus c'est absolument obligatoire. J'y tiens absolument parce que... vous avez le point de vue de l'enseignant, quoi. Donc c'est... Alors, il est multiple, mon point de vue, mais disons que là, le dernier parcours qu'on a fait, voilà, à la corne de la Porte Tropicale, la Porte Dorée. La commune tropicale de la Porte Dorée. On a conçu un parcours qui en plus m'a donné une idée, donc j'en parlerai après. Alors l'idée c'est que tout est assez rassemblé, donc déjà tous les parcours j'ai fini par les rassembler. Au départ, le premier parcours qu'on avait c'était le musée des arts et métiers, il y avait plus de 10 objets et c'était réparti sur les 3 étages. Donc voilà, donc on se dit tout ça plus jamais, quoi. Donc on a recentré, là désormais c'est 6 stations. 6 stations parce que ça fait quoi? Ça veut dire un temps de présentation de 6-7 minutes, un temps de déplacement entre les stations de 2-3 minutes, ça fait donc 10 x 6, 1 heure. Et ça suffit largement, c'est déjà pas mal. Parce que rappelez-vous que les enfants doivent être en mesure de présenter les 6 stations. Pourquoi? Parce que s'il en manque un le jour J, le show continue, quoi. Et c'est le même format pour les tout petits? C'est le même format pour tout le monde. Ah oui. Et puis vous allez voir. On regarde le film. Là, on va voir. Parce que l'heure avance. Voilà, allez, on regarde le film. Non, on prend les questions après, évidemment. Alors, le film commence au début. Je dis ça parce que ça fait partie. Ça va vous paraître bizarre, mais ça fait partie de ce que vivent les enfants. Au palais, autour. Moi, je peux aller au musée des dinosaures. Là, on est au métro. Je voulais juste vous poser une question. Demandez-vous quelle est votre définition du fossile. Là, maintenant, vous ne la partagez pas, vous la gardez pour vous. Puis vous allez voir ce qu'en disent nos enfants de 2-3 ans. Enfin, 3-4 ans. En fait, on est dans le métro et on a vu des squelettes du dinosaure et on a pris le métro. Les C2 nous ont aidés, ils nous ont expliqué les choses. Les dinosaures, ils étaient morts. Ils sont regroupés. On s'est rassemblés pour pas qu'on soit au même endroit et qu'on soit trop au même endroit. Et on a fait des groupes avec les CE2. Les CE2
nous ont accompagnés pour nous expliquer. Je nous expliquais Nésée. Je lui expliquais qu'est-ce que c'était qu'un dinosaure. Il y avait le diplodocus, le pteranodon, il y avait un mammifère, il y avait 2 mammifères, c'était Lucie et le mammouth. On allait gâter la dinosaure. Ce fossile, c'est un fossile de Tarbosaure. C'est un dinosaure carnivore. Ça veut dire qu'il mange de la viande. C'est un dinosaure allongé qui est mort. Les dinosaures ont vécu en tout premier par rapport à leur époque. Il a séché. C'est un fossile de dinosaure. Il était mort à très longtemps. Et sa squelette, c'est pas un squelette, c'est un fossile. Un fossile, c'est une squelette de dinosaure avec des petits grains de sable dessus et ça se transforme en cailloux. La squelette, elle s'est transformée en pierre. On a cherché les parties de dinosaures. L'élève, il a dit, le bas, il est où? Il est là. La main, il est où? Là. Aussi, le ventre, il est là. Le marteau, il tape les cailloux pour trouver les dinosaures. On cassait le plâtre pour déterrer les dinosaures. C'est l'idée de paléontologue. Et sur l'argile qui était tout séché, c'était des jouets dinosaures qui étaient cachés en dessous. Ça, c'est le dinosaure que la maîtresse avait enterré. Après, quand la cloche sonne, on doit faire un autre jeu. Le diplodocus mange de l'herbe. Il est très grand, il marche sur 4 pattes. Il y en avait un qui avait une très longue queue. Et du coup, ma maman, elle avait suivi la longue queue qui est tout en haut. J'aime bien les grands dinosaures avec une longue queue. Le diplodocus. Il a la queue longue. La différence entre l'allosaure et le diplodocus, c'est que le diplodocus avait une petite tête et un long cou et une longue queue. Et l'allosaure avait une grosse tête et une queue moins longue. L'allosaure est un bipède et le diplodocus est un quadrupède. Le quadrupède a 4 pattes. Le diplodocus est un herbivore. L'allosaure mange de la viande. C'est un carnivore. La queue du diplodocus sert à se défendre. Ça lui aidait de se tenir en équilibre parce qu'il était grand. L'allosaure a une grande tête. Il a des grandes dents pour que ça l'aide bien à poquer la viande. Il peut attraper des animaux, il peut griffer. Les dinosaures ont de la viande. Les dinosaures faisaient crac-crac parce qu'il avait des dents. Mais il avait un gros dinosaure plus effrayant. Il a des dents pointues qui font manger de la viande. Une grosse queue comme ça et il marche sur 2 pattes. Les dinosaures dans un bon monde. Tout le monde des dinosaures à sa place. C'est un dinosaure qui vit dans l'eau, un dinosaure marin. Ils nous ont expliqué qu'il a 4 nageoires. Sa bouche, elle est au moins la taille de Cléo. Le dinosaure marin, pour manger, il ouvrait sa gueule grand comme moi. Comme ça. C'était un ancêtre de la baleine. Sa gueule lui servait à nager. Elle battait de haut en bas. Elle avait des grandes pattes devant et des mini pattes derrière. Ces 2 pattes arrière ne lui servaient à rien, mais ces 2 pattes avant lui servaient à nager. Le dinosaure ouvrait la bouche. Quand on doit trouver les mêmes dinosaures. Et quand on n'a pas trouvé les mêmes dinosaures, on a perdu. Il fallait mettre les dinosaures sur la bonne ombre pour voir si c'était le bon dinosaure. On a regardé la taille et l'ombre. Il fallait regarder la taille des pattes et le cou. En fait, c'est un pteranodon et c'est pas un dinosaure, c'est un reptile volant. Il avait 4 doigts.
et le faune. Il mangeait des poissons, si je me souviens bien, et il pêche en flèche, ça veut dire comme ça veut dire tout droit. Il descend piqué. En fait, il plane et il s'aperçoit un petit animal parce qu'il a une super vue. Et il dit, ah tiens, je vais manger, il descend et soit il l'attrape, soit il l'attrape pas. Il ressemble au pélican. Et aussi, sa longue bouche, il se servait à tenir le poisson. On a fait les petites activités. J'ai fait le puzzle dinosaure. On doit mettre les os dessus. Là, il y avait des puzzles et des bouts de pièces pour construire le dinosaure. Et moi, je voulais faire le puzzle. J'ai fait le puzzle et c'était un peu difficile, mais pas trop. Le mammouth, il est quadrupède et plus des fois, faire attaquer et il a tout le temps 5 sur ses pattes. Les mammouths, ce sont des mammifères qui font sortir leur bébé par le ventre. Et ce sont aussi les cousins des éléphants parce qu'ils ont des défenses, mais elles sont de haut en bas. Et celles des éléphants, elles sont tout droites. C'était un mammouth avec ses poils, avec de la colle. Il mange des feuilles. Les petits, eux, ils devaient mettre la fourrure sur la feuille du mammouth. En fait, les moyens, ils devaient faire l'autre moitié des mammouths et les grands, ils devaient faire tout le mammouth entier. J'ai trouvé les squelettes des Lucie. Lucie, c'est une femme d'Éthiopie. Lucie, elle vient d'Afrique. Lucie était notre grand-tante. Lucie est bipède. Lucie, elle marchait sur ses deux pieds, mais comme ça. Elle marchait pas comme nous trois, elle marchait un peu penchée. J'ai fait notre ancêtre. Ils avaient trouvé le squelette de Lucie au bord de la rivière. Il y a un paléontologue qui a des photos, qui envoie les photos aux autres paléontologues. Et ben, ils les regardent et ils ont aussi une carte spéciale pour guider. Et du coup, quand il est dans la bonne rue ou dans le bon village, et après, il creuse avec ses outils. Après, en général, là, il trouve le squelette. Creusait avec des outils. Il creusait doucement pour découvrir les fossiles ou les squelettes de dinosaures. Ils l'ont appelé Lucie parce qu'ils ont écouté une chanson, et ils ont entendu le mot Lucie. Il fallait retourner une carte et regarder et voir c'était quelle carte pour voir c'était quel dinosaure. Et il fallait retourner juste 2 cartes comme ça et ben on va voir comme ça on pouvait voir si c'était les mêmes dinosaures. Comme ça on pouvait gagner, mais c'était à de jouer. C'est le jeu du memory. Il faisait la photo grimace, comme si on était des dinosaures. C'était en train de manger. Voilà. Donc, juste pour préciser, vous voyez les enfants avec certaines activités, les puzzles, les jeux de memory, le plat. C'est l'enseignant en fait qui apporte ces outils, qui les a construits pour venir, alors le plâtre on n'était pas au courant, mais je sais pas tout. Je sais pas tout. Mais voilà, là ça fait pas partie du parcours. Quand on parle de conception du parcours, on identifie les spécimens, les contenus, etc. Mais tout ça c'est conçu par l'enseignant pour que mais moi je leur propose qu'il y ait 6 pistes de médiation différentes. Une entrée alors ça parle peut-être un peu au plus grand, mais une entrée sur la question du chef-d'œuvre, en fait une réflexion sur la question de la scénographie. Une entrée sur donc une proposition d'entrée par le croquis, le mime ou la modélisation. Une entrée par l'anecdote. Donc là par exemple, celle qui me vient en tête c'est à la Monnaie de Paris, on a le sol de Louis XVI. Et donc la légende dit qu'il aurait été arrêté à Varennes parce que quelqu'un l'a reconnu. Donc l'histoire est sympathique mais probablement fausse.
Mais c'est quand même intéressant de cette réflexion sur l'anecdote, le truc qu'on garde en mémoire, mais la mettre à distance. Une entrée sur la question des techniques et des matériaux, comprendre en quoi c'est fait, et quitte à éventuellement poser la question à des conservateurs si on n'a pas la réponse. Là par exemple sur le tarbosaure, les dents sont noires. Et pourquoi elles sont noires? C'est une vraie question ça. Et en fait on n'a pas vraiment la solution. Donc on peut la poser à quelqu'un qui en sait plus que nous, et c'est intéressant aussi comme démarche, en particulier là pour le coup pour la démarche scientifique. On n'a pas forcément la réponse à toutes les questions. Et puis une entrée à laquelle je tiens énormément, c'est l'inscription de la culture, aller au musée, oui, mais pour comprendre le monde d'aujourd'hui, quoi. Donc là, je me souviens avoir eu un moment un peu de solitude avec des étudiants de licence de sciences de l'éducation devant la presse Marinoni au musée des arts et métiers. Ils expliquaient au public là que autrefois les gens lisaient des journaux. Et là, je me dis, oui. Et donc toute une réflexion sur la presse qui me semblait assez intéressante. Puis du coup, c'était au moment où, ça correspondait au moment où Poutine avait interdit le dernier journal libre. Et donc c'était assez intéressant qu'il réfléchisse sur cette thématique-là. Alors ok, on voit cette machine, mais c'est quoi le lien avec aujourd'hui? Comment ça éclaire Voilà, donc c'est pour vous dire que ça c'est dans la formation générale. J'essaie de faire en sorte qu'on n'ait pas le même mode de médiation descendant par le discours. C'est vraiment pas le but. Et en tout cas, vous voyez que ce que ces petits ont retenu de cette visite, c'est assez impressionnant. Parce que le ptérodon soit un reptile, il fallait quand même... Mais c'est pas les mots les plus simples en plus. Et pour vous dire, nous, dans notre offre scolaire, la visite de la galerie de paléontologie et d'anatomie comparée, donc avec nos médiateurs, on ne la propose pas en maternelle. Donc, par rapport à tout ce qui est... ça peut si c'est bien préparé, etc. Mais c'est là qu'on voit tout l'intérêt du projet. Et vraiment, ils ne sont pas dans la répétition. Ah bah non, là, vous avez vu, c'est comme ça bien. Hein. Et c'est très précis. Mais là, du coup, ces verbatim, ils ont été enregistrés juste après la visite? Non, ou après les 6 je pense à vrai dire que la maîtresse a dû revenir en classe, tranquille, et puis ensuite montrer des photos, que les enfants ont parlé sur les photos. Probablement, c'est sa technique de captation. Mais ça rappelle un souvenir. Les photos qu'on a vues, c'est pas le moment où ils reviennent au musée avec leur badge, on est d'accord? C'est la première vie. Non, alors ces enfants-là, pour les maternelles, jusqu'à il y a assez peu de temps, je les mettais en fin de file. C'est-à-dire qu'ils ne sont que récepteurs. D'accord, donc ils vont écouter les plus grands. Mais il se trouve que beaucoup d'enseignants, dont elle, m'ont dit c'est un peu dommage, on a envie d'aller au musée. Et donc, ça va répondre à une question que vous posez tout à l'heure, je me souviens d'une classe de petite section, donc, qui était prise en charge par des éducatrices de jeunes enfants, donc avec l'IRTS de Montrouge. Donc c'est des CP qui avaient présenté aux étudiantes éducateurs de jeunes enfants, et elles avaient pour mission de prendre en charge la visite de petite section au musée Rodin. Et les enfants de la petite section ont été invités à revenir dans le cadre de la nuit des musées. Et donc c'était vraiment craquant. Et puis 3 ans qui trimballaient leurs parents avec la poussette du petit dernier à côté, et qui présentaient le baiser de Rodin à leurs parents en expliquant. Enfin voilà, donc les petits sont capables de le faire. Moi après, ma précaution, c'est une précaution de sauvegarde des enfants, parce que maintenant c'est impossible de faire quoi que ce soit à l'école sans qu'on parle à des téléphones, donc c'est insupportable. Et les parents sont des fois compliqués à convaincre de la nécessité de poser au moins le téléphone pendant la médiation de leurs enfants. Et puis il y a des parents qui sont ont l'image de la performance, donc si tu dois dire que, donc les petits sont complètement verrouillés, stressés. Mais avec des enseignants qui sont capables de tenir la route vis-à-vis de tout ça, il y a des maternelles qui sont dans la boucle, qui reçoivent la médiation et qui préparent la médiation à l'autre. Le rôle des accompagnateurs est important aussi dans ce projet-là. Donc c'est identifier ça, on identifie deux rôles particuliers qu'on donne aux accompagnateurs. Juste pour bien comprendre concrètement, donc en fait ce sont des classes, donc ce sont des enseignants qui vont travailler avec toute une classe, donc ce sera une même classe qui sera médiatrice, donc tous les élèves d'une même classe. Et est-ce que c'est vous qui matchez entre guillemets les enseignants aussi qui vont bénéficier, enfin les élèves qui vont bénéficier, oui. C'est vous qui faites les Tout à fait. Donc en fait, mises en relation, très concrètement, mon année pour les enseignants s'arrête à la nuit des musées.
On fait l'expo le matin de la nuit des musées parce que beaucoup de classes participent à la nuit des musées l'après-midi. Donc c'est la nuit des musées l'après-midi, bon voilà. Mais en fait, on fait un marqueur important, c'est que cette restitution, elle s'inscrit aussi dans une grande dimension culturelle qui n'est pas que l'école, quoi. Ça existe dans la vraie vie, cette nuit des musées, c'est pas une invention de l'école. On va à l'école parce que ce qu'on y apprend, c'est important en dehors, quoi. En fait, c'est un peu ça l'idée. Et donc, suite à ça, je relance l'inscription pour l'année suivante. Je laisse aux enseignants qui étaient déjà inscrits une priorité. Ils s'inscrivent comme ils veulent. Et quand il y a 2 niveaux qui suivent, je dis j'aimerais bien qu'on intercale des niveaux différents. Justement, j'avais une question. Est-ce que vous avez des fidèles, des enseignants chaque année trouvent que ce dispositif, tout ça est formidable, donc ils reviennent ou est-ce que c'est toujours des nouveaux? Non, il y a, je dirais, un tiers de fidèles. Vous avez un socle? Un tiers. D'accord. Et depuis 2012, est-ce que le dispositif a évolué, changé ou Il a énormément évolué. Au départ, on a démarré juste avec le musée des arts et métiers, ils étaient 8. Donc notre restitution, c'était dans une salle au labo à la fac, on se mettait entre nous, on se présentait des manipes, parce que beaucoup de modélisation, quoi. Et puis maintenant, il y a plus de 180 profs. Voilà. Alors les différentes évolutions, outre des multiplications de dispositifs dans les nombreuses structures, il y a des variations de format. Alors, les variations de format, la principale, c'est... Ah non, d'abord, non. Il y a un format de parcours croisé. Donc, il y a certains musées qui sont pleins tout de suite. Par exemple, la galerie de paléontologie, si j'ouvre le 13 juin au soir, c'est plein. Par contre, le musée de la Poste, voilà, c'est compliqué, quoi. Donc, ce que j'ai imaginé, c'est un dispositif où une classe s'inscrit au musée de la Poste, une classe s'inscrit au musée de la Monnaie, et la classe qui est inscrite au musée de la Poste va préparer sa médiation pour ceux qui sont à la Monnaie, et ceux de la Monnaie vont présenter au musée de la Poste. Système croisé avec des thématiques communes. Donc, il y a 2 parcours croisés, entre la Poste et la Monnaie, un autre entre la Galerie des Moulages à la Cité d'Architecture et le Château de Vincennes. Mais il y a aussi un fonctionnement unique. Voilà, donc les parcours croisés. J'ai un système de one-shot. Alors le one-shot, c'est quand les musées sont loin des lieux où j'ai des enseignants qui participent. Donc la question de l'éloignement, elle est nulle, parce que c'est évidemment lié où on est, quoi. Moi, comme je travaille sur l'Académie de Paris, j'ai beaucoup de classes qui connaissent les dispositifs qui sont à Paris, et donc quand ils s'inscrivent au musée de l'art et de l'espace au Bourget, c'est loin. Franchement, pour les maternelles, là, quand elles viennent du 15e, elles en ont pour une heure de transport, dont le dernier quart d'heure à 80 dans un bus sans ceinture de sécurité sur le périph', ils l'ont fait 2 fois, puis après ils disent c'est un peu limite, quoi. Donc là, on a fait un one-shot, ça veut dire qu'on se retrouve avec les enseignants pour un temps de formation, et ensuite c'est très compliqué à organiser, mais chacun travaille sur 3 stations. La classe sera divisée un peu comme ça. Je reçois 4 classes en même temps, donc c'est pour ça qu'il y a une grosse organisation. Donc chaque bout de classe présente à d'autres, et puis se fait présenter un parcours. Et à la fin de la matinée, on se retrouve tous sur le tarmac. Ils ont tous une commande, c'est de faire une fusée hydropneumatique, une fusée à eau là. Donc ça c'est un format un peu groupé. J'ai 2 autres formats. Un format sans frontières. Imagine l'organisation de tout ça. Ouais, c'est dingue. En fait, il a 15 idées à la minute. C'est ça. En fait, vous avez un système de 60 minutes avec 3 temps. En fait, pas du tout, c'est croisé, c'est posé. Et on choisit le format. C'est ça, voilà. Alors, le format menu au choix multiple. Exactement. Alors le format sans frontières, il faut quand même que je vous dise, parce que cette année, il regroupe 24 classes. Donc ce sont des classes qui sont réparties un peu partout de par le monde, parce qu'en fait j'ai fait pas mal de formations de profs aussi à l'étranger, en maths, donc rien à voir. Évidemment, je ne peux pas m'empêcher de parler de ça dès que je sollicite. Et donc c'est des enseignants qui sont très intéressés, qui se trouvent un peu partout sur la planète. Et donc pour ça, j'ai un système de visio. Donc là, pour vous donner un exemple, cette année, j'ai 3 classes qui travaillent à Paris sur le musée Rodin, et qui sont liées avec pour 2 d'entre elles avec une classe, alors j'ai oublié exactement où ils sont, je ne retrouve pas ça, à Kansas City, voilà. 2 classes à Kansas City et une autre à Athènes. Donc, il y a un décalage horaire déjà. Ouais. Alors la classe, je prends l'exemple des collégiens qui sont à Paris avec les collégiens d'Athènes. La proposition que je leur ai fait, c'est qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble. Je dis mais moi je voudrais qu'on trouve une thématique commune.
Alors avec Rodin, c'est très facile. Hein. C'est la place de l'antique dans la sculpture de Rodin. Donc à Athènes, ils travaillent sur la sculpture à la période hellénique. Donc voilà, ils vont au musée de l'Acropole. Ils présentent 3 œuvres de leur choix. Et les petits Parisiens travaillent sur du coup, des œuvres de Rodin dans lesquelles on retrouve nettement assez simple. J'ai un gros lien avec l'aquarium tropical. Donc sur l'aquarium tropical, il y a une station qui est assez incroyable. C'est le Joba Ménage. Je vous engage à aller voir, c'est une histoire incroyable. Et ça m'a donné cette idée. Donc j'ai lié 6 classes qui participent, avec des classes qui se trouvent soit en Guyane, soit à Madagascar. Et j'en cherchais en Martinique, mais ça n'a pas fonctionné. Mais c'est vrai que ce sont des partenaires, ce sont aussi des partenaires de l'aquarium. Et donc l'idée, c'est que chaque classe qui participe à Paris travaille sur une espèce locale, une réflexion sur le biotope de cette espèce, et puis une 3e piste de réflexion qui est autour de l'impact de l'homme sur l'environnement. Et donc ensuite on échange. Donc les petits Parisiens ont travaillé sur le brochet, et à Rémy-Régemont-Joly en Guyane, ils vont travailler sur la tortue marine. Et donc je vais faire des scènes de présentation. Et peut-être pour finir là-dessus, parce que cette année c'est assez incroyable, là jusqu'alors vous voyez les locaux se débrouillent. Je ne peux pas les former. Par contre, cette année, le Metropolitan m'a sollicité. Et donc j'ai une classe à New York qui est en lien avec une classe à Paris. À New York, elle travaille sur la collection d'instruments de musique du Metropolitan. À Paris, c'est un de mes partenaires, à la Philharmonie, donc on a un parcours. Et donc les 2 classes travaillent ensemble. Et cette fois-ci, ce qui est différent, c'est que c'est le Metropolitan qui est allé chercher une classe. Donc vous voyez, il y a aussi des structures de musées à l'étranger. Donc là, actuellement, j'en ai 2. Là, le Centre d'interprétation de la pierre à Sprimont. Et oui, vous cherchez où c'est, je ne savais pas. Et le Metropolitan, vous voyez 2 structures très différentes. Donc ça, c'est le 3e format. Et le dernier format, c'est le format des résidences que j'ai développé il y a 4 ans. Alors la résidence, ça, c'est exceptionnel. C'est vraiment un petit écrin. Résidence d'enfants conférenciers. C'est un petit bijou, voilà. Alors la résidence d'enfants conférenciers, cette année, il y en a 17. Les plus petits, c'est cette classe que vous avez vue. Donc vous avez bien compris, donc il y a un dispositif, et avec plusieurs... qui se décline de façon... C'est pour ça que je parlais de l'évolution depuis 2012. Voilà, mais il ne fallait pas me lancer. Donc cette classe, là, va faire une résidence au musée de la Poste. Et au musée de la Poste, moi j'ai terminé la résidence avec mes étudiants de master de muséologie mercredi. Donc on passe du M2 aux petites sections. Donc le principe de la résidence, il est toujours le même ADN, c'est que ça se finalise par une médiation publique. Et cette médiation publique, je tiens même dans le petit contrat qu'on s'est fait entre nous à ce qu'elle soit hors temps scolaire. Hors temps scolaire, pourquoi ? Parce qu'en fait les enfants vont fréquenter le musée à tel point qu'ils vont finalement comprendre qu'ils en sont eux-mêmes des acteurs. Et donc, ils en sont acteurs, c'est pas avec un prof qui met une note, c'est hors temps scolaire. Et ils vont aller, alors le principe général, c'est qu'ils vont l'équivalent de cette semaine, donc en fait il y a 6 sessions qui sont prévues au musée, au cours de laquelle ils rencontrent des gens qui travaillent, parce que moi, mon gars qui est en première, Dieu sait que j'ai travaillé dans le musée, il me dit ça me saoule quoi, enfin, c'est bien les tableaux, mais on ne peut pas toucher, enfin, c'est chiant, enfin, vous voyez, franchement, vous verrez là, il y a des propos comme ça d'une collégienne qui sont impressionnants, je ne vais pas le trouver maintenant, mais qui dit moi ça me saoulait d'aller voir Rodin, enfin, voilà. Au moins ils sont franco, franco de port quoi. Et donc le truc c'est de se dire, ok, en fait derrière ça, là, il y a plein de métiers différents. Il y a les métiers de la conservation, les métiers de la régie, les métiers de la médiation, etc. Et donc les enfants rencontrent 2 grands champs, un sur on va dire la partie scientifique. Donc si c'est par exemple, là on va travailler, l'année dernière on a travaillé sur l'exposition Asie. Donc on a rencontré la commissaire d'exposition par exemple, qui explique son métier et la raison pour laquelle cette exposition est construite. Et puis il rencontre un 2e professionnel qui est plutôt quelqu'un chargé de la médiation. Et suite à ça, ils choisissent eux-mêmes un certain nombre d'œuvres, maximum 6. Et ils en font là. Très bien, je suis désolé parce que je vois que l'heure avance. Peut-être une dernière question, s'il y avait... Non. Bien, écoutez, merci beaucoup. Il y a un site du dispositif, en fait, en voilà. conférencier, alors, puis vous devez tomber dessus nécessairement. Oui, alors ce qui est très rare, parce que souvent on fait beaucoup de choses, dans nos lieux culturels, mais il y a très peu de documentation, beaucoup
très peu d'écrits, et c'est pas le cas pour vous. Alors, ça c'est bien. Alors sur le site, aussi, documenté. Je finis peut-être là-dessus. Sur le site, vous verrez qu'il y a une première page. Et j'ai fini par recenser l'intégralité de tout le public qu'on a eu. En fait, je suis attaché en fait, on a eu pas mal, dans différents champs. Dans le champ de la formation des profs, c'est les cahiers pédagogiques. Dans le champ de l'animation, on a publié un article dans le journal de l'animation. Également dans le champ de la muséo, puisqu'on a fait un bel article là sur les résidences justement dans la rue de l'Ocim 209, celui de juillet. Et il y en a 2 en préparation, voilà. Ce truc-là finit par être quand même aussi distingué et remarqué. Alors, il est cité dans le rapport du Conseil des sages sur les valeurs de la République et de la laïcité, comme un dispositif qui permet de travailler la fraternité. Ça, j'y suis assez sensible. Il a permis à la ville d'ici des Moulineaux, qui participe à l'IS et Centre de loisirs, à obtenir le label Ville Amie des enfants de l'UNESCO. Donc, vous voyez, il y a quelques petites satisfactions quand même de reconnaissance. Puis vous trouverez tout un tas de trucs. Il y a notamment un article qui est vraiment très clair, je trouve, de Beaux-Arts Magazine, qui s'intéresse au dispositif, qui fait un article assez simple. Voilà, vous y trouverez beaucoup de choses. Merci beaucoup. Dernière question. C'est pour l'institution, c'est une question un peu provoque. Est-ce que vous rencontrez... Non, mais vous parliez de défendre chaque année le fait qu'on obtienne que ce projet soit suivi. Je me demandais si c'était pas vu comme un projet concurrentiel avec tout le travail que peut-être il y a chez vous avec les enseignants et qui sont payants. Enfin, non, c'est pas concurrentiel par rapport à ce qu'on peut proposer en fait tout au long de l'année. Pas du tout. Je dirais... dans la défense, c'est surtout le fait que ce ne soit pas reconnu officiellement par l'Éducation nationale. Et vous connaissez le dispositif, la classe, l'œuvre. Donc lui, porté par l'Éducation nationale. Donc voilà, c'est plus dans ce sens-là. C'est qu'est-ce qui fait qu'on va faire plus en fonds conférenciers que ferait la classe, l'œuvre. Ça continue toujours ça, la classe une œuvre? Ouais. Je pensais que c'était arrêté. Non, il y a toujours... Bon, c'est plus dans ce registre-là. Et puis en termes de logistique, voilà, c'est des créneaux qu'on ouvre gratuitement pour ces classes-là. Donc c'est des créneaux qui ne sont pas pris non plus par les enseignants. Mais on est sur une file, on a 10 classes cette année, qui se répartissent en plus, qui s'étalent sur l'année. Il y a des arguments, il n'y a pas de souci. Par contre, on discutait aussi ce midi des demandes de visites intermédiaires entre les 2 visites officielles, etc., complémentaires, etc. Enfin, nous, aujourd'hui, on n'est plus en mesure de dire oui à ces demandes-là. Mais chez toi, c'est problématique. Le musée de la Poste, ça pose pas de problème. Donc, voilà. Vous voyez, oui, ça dépend. Ça dépend des structures. Non, mais je les adore. Je suis hyper fan, mais c'est des réalités différentes, quoi. Non, mais bien sûr. Puis le musée de l'espace, c'est l'armée. Et vous n'avez pas envie, justement, que ce soit plus reconnu? C'est volontaire de rester en dessous? Alors, c'est pas volontaire, mais j'ai mis un petit C derrière quand même, parce que, voilà. En fait, l'éducation nationale, pour rien vous cacher, c'est quand même très comme ça. S'il n'y a pas un inspecteur qui pilote, ça vaut rien. Et donc, ça pose d'autres problématiques, quoi. Donc, je suis démocratique, mais voilà. Mais sur votre site internet, c'était pas marqué AC-Paris. Et si c'est marqué AC-Paris, d'ailleurs c'est un site établissement alors que je suis premier degré, donc je ne devrais pas avoir ça. Mais pendant longtemps, ça a été un dispositif inscrit au plan académique de formation. Quand j'ai fait des journées d'études, les 2 premiers inscrits, c'était le directeur académique et son adjoint. À une expo, bon, il y a un moment où j'ai travaillé au cabinet de la ministre des Sports, mais bref, le directeur de cabinet du recteur est venu, donc il est parfaitement identifié, sauf que moi, je ne souhaite pas donner ça gratuit à un inspecteur qui va après retirer. C'est pas possible. Et puis ça marche, franchement, ça marche parce que ça marche comme ça. Donc en fait, j'explique à tous mes collègues que j'assume un fonctionnement parfaitement autocratique, mais j'aime bien avoir l'avis des autres. Puis ça marche parce qu'il y a une coordination, il y a du temps qui est accordé, etc. Si ça rentre après dans le cadre de l'éducation nationale à l'échelle du ministère, etc., ça perdra en fait cette finesse. Bien, merci beaucoup de votre présence. J'espère que ça vous a intéressé. Voilà. Mais le truc bien, c'est que on peut faire des choses chouettes. Et juste peut-être pour vous dire que si vous avez envie de... Les enseignants travaillent alors.
C'est Voilà. ça, voilà. Si vous avez envie de poursuivre, il y a quand même un fond de pensée qui est assez clair. Mais un grand maître à penser là, que je sollicite beaucoup dans ces trucs-là, c'est Bandura sur le sentiment d'auto-efficacité. Vous voyez, on parle beaucoup de compétences, mais là, il y a aussi une psychologie de la compétence, c'est à quel moment on se sent compétent. Le mot-clé d'expérience vient de John Dewey. John Dewey a beaucoup impacté le monde de l'éducation, mais aussi de l'art, il a eu un énorme impact là-dessus. Si c'est des choses qui vous intéressent, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez les regarder. Ça rejoint la notion de fierté aussi, de dire voilà, je suis capable de... Exactement, c'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus, et c'est le domaine de l'expérience. Il faut accompagner, parce que c'est pas donné à tout le monde aussi, la fierté de... Très beau, merci beaucoup en tout cas. Bon après-midi.